Alors bonjour à toutes et à tous. Alors après avoir longuement présenté la semaine dernière les graffitis et les dipinti, des graffitis et des dipinti de nature scolaire, qui semblent accréditer l'hypothèse d'un enseignement dans le cadre du monastère du Petit Feuille-Bamont, nous avons vu en fin de cours que Jacques Schwartz déniait à ces inscriptions un lien avec le monastère au prétexte qu'elles auraient plutôt à voir avec des graffitis laissés par des déserteurs sur les rochers environnants. Je vous rappelle ce qu'il disait. Joint à la présence de diverses tables de multiplication signalées plus haut, ces graffitis grecs, c'est-à-dire les graffitis des déserteurs, ne se rattachent au monastère que par leur emplacement, sans trahir quoi que ce soit de la vie du dit monastère. C'est plutôt embêtant pour nous, car cela réduirait à néant l'hypothèse que j'ai essayé de développer en proposant de voir dans certaines de ces inscriptions un témoignage d'une activité pédagogique ou scolaire en milieu monastique. Alors, faut-il vraiment renoncer à cette hypothèse? Pour cela, nous devons remettre ces inscriptions dans le contexte de l'histoire de ce site et voir si elles ont un rapport avec les graffitis laissés par les déserteurs. Alors, parlons justement de ces graffitis. Ils sont pour la plupart en grec. Voici le plus long de ces graffitis. Et je dois la photo à Guy Lecuyot, puisque dans la publication, je vous l'ai dit, il y a très peu de photos et les photos sont souvent inexploitables. C'est la plus longue inscription, disais-je, faisant partie de ce groupe. Alors je la traduis, nous avons été contraints. Alors vous verrez, il y a pas mal de points d'interrogation dans la traduction parce que le grec est un peu particulier, dirais-je. Là, on a un verbe qui est difficilement reconnaissable. Peut-être faut-il y voir le verbe katanankazo, contraindre. Nous avons été contraints au sujet des recrues, et vous avez ici le terme latin passé en grec, tyrone, jusqu'à ce que Dieu prenne pitié de nous et nous conduise en sécurité sans faute. Nous avons été sauvés. Et à la fin, vous avez ce qu'on pourrait appeler la signature de celui qui a gravé cette inscription, écrit par Aurelius Orion le Jeune, Néotéros. Alors ce même Orion est connu. Il aimait gribouiller les rochers, apparemment, puisqu'on a découvert assez loin de cet endroit, mais toujours sur la rive ouest de Thèbes, dans la montagne thébaine, une autre inscription de lui. Vous reconnaissez un petit peu son écriture. Inscription publiée par Alain Delattre et Klaas Worp, où il s'appelle, là encore, enfin il se nomme Orion Néotéros, Orion le Jeune. Donc cet Orion a laissé donc, au Petit Feuille-Bamont l'inscription que nous venons de voir, et juste à côté une autre inscription. Je vous disais qu'il aimait, c'était un graphitomane, il aimait écrire sur les rochers. Voici cette seconde inscription du monastère du Petit Feuille-Bamont, avec ici écrit en gros Théo, Kai et Léo, Dieu et miséricorde. La syntaxe est un peu curieux, mais peu importe. Et ensuite, en caractère plus petit, vous avez une inscription qui commence probablement par un verbe très difficile à lire. Le soldat du duc a fait quelque chose. Nous sommes cachés à cause de lui. Il nous a, et alors là, un verbe qui a été, là je donne la traduction de l'éditeur Roger Raymondon sans être du tout convaincu, il nous a désignés et condamnés, mais ce qui est important, c'est la suite. Nous venons nous réfugier ici. Anna Koroumen Eis Odé. Alors Roger Raymondon,
qui a édité ces inscriptions et qui les a mises en perspective dans un article de 1955, soit 10 ans avant la publication qu'il a faite de ces inscriptions dans le second volume des fouilles du monastère de Feuille-Bamont. Roger Raymondon y voit un témoignage des difficultés qu'a eu au IVe siècle l'armée romaine pour recruter ses soldats. Les victimes du service militaire cherchant à y échapper par ce qu'on appelle l'anachorésis. Et vous avez vu que dans la fin de l'inscription, il y avait le verbe anachorein. L'anachorésis, autrement dit, la fuite dans des endroits où on ne pouvait les appréhender. Et c'est ce même mot, anachorésis, qui est appliqué aux évadés fiscaux, ça existait aussi dans l'Antiquité, aux évadés fiscaux, ainsi que, pour d'autres raisons, ceux qui quittent le monde pour mener une vie ascétique, d'où le mot français anachorète et anachorèse. Nos inscriptions auraient donc été laissées par un groupe de déserteurs. Un autre graffito, que je vous montre maintenant, indique clairement que ces déserteurs semblent fuir les représailles du duc. Le duc, à cette époque, c'est le gouverneur militaire. Alors, voici le texte que j'ai un petit peu modifié par rapport à l'édition grâce à ces images, enfin cette image. Donc, vous voyez, ça commence là encore par un verbe qu'on avait vu dans la précédente inscription, écruptomène, qui est un verbe plutôt bizarre, qu'il faut comprendre ici, écrubémène. Nous nous sommes cachés ici, au D, perisecontinu, et là, dux pour doucos, à cause du duc, et son nom est indiqué, Secundus. Alors la question qui se pose est de savoir si ces inscriptions, et en conséquence peut-être certaines de nos inscriptions scolaires, comme le pense Jacques Schwartz, si ces inscriptions sont contemporaines du monastère ou si elles sont antérieures. Alors, Eva Wyszybska semble dubitative sur la connexion qu'il pourrait y avoir entre les graffitis des déserteurs et le monastère, dans son livre sur les moines et communautés monastiques. Je la cite. « Je me demande si, lorsque les fuyards étaient parvenus en ce lieu, il y avait déjà là un monastère. » Et elle ajoute « Nous ne savons pas si les 4 textes en question datent de la même période. » Alors, grâce aux images que j'ai pu vous montrer, je suis en mesure de confirmer que les 3 inscriptions grecques que je viens de mentionner, que je viens de vous montrer, sont assurément du IVe siècle. Quant au 4e texte, puisque vous avez vu qu'Eva Wyszybska parle de 4 textes, je n'en ai montré que 3, eh bien je ne l'ai pas encore évoqué. Il s'agit d'une inscription copte capitale pour la compréhension de ce dossier. Il s'agit de l'inscription copte numéro 43. Malheureusement, je n'ai pas de photo de cette inscription. Telle qu'elle a été interprétée par l'éditeur, elle montre en effet que les déserteurs se sont réfugiés dans cet endroit perdu du fait de la présence du monastère qui existait bel et bien. Voici l'inscription. Le jour où j'ai été poursuivi, et vous voyez qu'en copte, la personne qui a écrit ça a utilisé le verbe grec, tieioke, en fait il faut reconnaître le mot grec dioikein, poursuivi. Le jour où j'ai été poursuivi par les soldats est le 25 de Farmouti. Farmouti est un mois égyptien. 25 Farmouti, c'est le 20 avril. Alors malheureusement, il donne la date avec le jour et le mois, mais il ne donne pas l'année, ce qui nous aurait été très utile. J'ai été poursuivi dans ce topos, pi-topos. Alors le mot topos, qui signifie lieu, est un substantif grec qui, à l'époque chrétienne, a pris le sens spécifique d'établissement religieux dédié à un saint, un ange ou un archange.
il est souvent employé pour un monastère. Il est donc difficile de nier l'existence du monastère au moment où les déserteurs sont venus se réfugier dans ce wadi perdu, puisqu'on a l'un de ces déserteurs qui dit qu'il est venu dans le topos. C'est pourtant ce qu'a voulu faire Eva Wyszybska en contestant la traduction de l'inscription copte que je viens de vous présenter. Je la cite, « Je doute que cette traduction soit juste. Topos signifie aussi et avant tout lieu. » Mais si le mot peut être ambigu dans un texte grec, c'est vrai, si vous le trouvez dans un texte grec, ça peut vouloir dire les deux choses. Ça peut vouloir dire, selon le contexte, lieu ou monastère. Eh bien, il n'y a aucune ambiguïté dans un texte copte où cet emprunt est toujours pris dans le sens religieux, tandis que le mot « lieu » dans un texte copte serait immanquablement rendu par le mot égyptien « ma », et dans ce lieu aurait été traduit par « épima ». Vous vous souvenez d'ailleurs, peut-être, cette inscription que nous avions vue, où il y avait l'expression « venez ici », c'est-à-dire « venir dans ce lieu », qui était rendue en copte par « épima ». D'ailleurs, il suffit de regarder les occurrences de topos dans les inscriptions et ostraca coptes du Petit Feuille-Bamont. Eh bien, elles renvoient toutes au monastère. Je me contenterai de vous en citer une seule, celle-ci, l'inscription copte 34. Moi, le très humble pêcheur, Moïse, le moine, Peumonakos, M topos, du topos d'Apa, Feuille-Bamont, priez pour moi. Donc, pas de doute sur le fait que les déserteurs aient pu connaître le monastère. Ils se sont bien réfugiés dans un endroit où le monastère existait déjà. Et selon Roger Raymondon, c'est précisément parce que le monastère existait qu'ils se sont réfugiés ici, qu'ils auraient été cachés par les moines. Mais alors, nos inscriptions scolaires ne seraient-elles pas le fait de ces déserteurs, comme semble le penser Jacques Schwartz? Et du coup, mon hypothèse d'y voir un enseignement dans le cadre du monastère se retrouverait affaiblie, peut-être même serait nulle et non avenue. Les deux seules images de ces inscriptions dont on dispose, celle de la table de multiplication des carrés, l'inscription grecque 16, et celle de la table de multiplication par 5, éditée par Alain Delattre, pointent vers une datation à peu près contemporaine de la présence des déserteurs. Alors, la photo ici est vraiment très difficilement exploitable d'un point de vue d'analyse paléographique, ce qui n'est pas le cas quand même du relevé que vous avez à droite. Et cette seconde inscription arbore des traits paléographiques qui sont caractéristiques du IVe siècle. Par exemple, vous avez des xi. Alors, ce que je vais faire, je vous propose de comparer cette écriture avec un papyrus qui a été publié il y a quelques années, qui est un papyrus mathématique. Et vous voyez qu'il y a un certain. Alors, qui lui est du troisième tiers du IVe siècle, et du troisième quart, pardon, du IVe siècle. Vous voyez que vous avez des lettres qui sont tout à fait semblables, comme le xi. Ici, le signe pour les 200. Et alors, vous avez quelque chose qui peut peut-être attirer votre attention. Au-dessus de certaines lettres, donc de certains chiffres, vous avez un signe en fait qui transforme l'unité en milliers. C'est-à-dire alpha veut dire 1, mais si vous lui mettez quelque chose au-dessus, ça va devenir 1000. Et c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique d'une certaine époque, mais à l'époque byzantine, on n'utilise plus ce signe discriminant en haut, mais en bas. Et ça continuera à être le cas
dans l'écriture des manuscrits médiévaux. Là, le signe est ici en haut, et par ailleurs, lorsqu'il se trouve au-dessus d'un alpha, le alpha a tendance à se transformer en lambda. Eh bien, vous avez exactement le même phénomène ici. Hein, vous avez le alpha qui est tracé de façon beaucoup plus rapide, comme si c'était un lambda avec le trait discriminant qui transforme le 1 en 1000. Et donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de traits paléographiques communs entre ces deux papyrus, ce qui corrobore une datation de cette inscription, en tout cas, au IVe siècle. Donc, contemporaine des inscriptions de nos déserteurs. Mais j'avoue avoir du mal à penser que nos déserteurs, poursuivis par les troupes du duc, se soient amusés à apprendre l'arithmétique. Par ailleurs, ce ne serait pas une solution économique que de dissocier ces inscriptions relevant d'un enseignement d'arithmétique des autres qui ressortissent à un enseignement lettré. Or, plusieurs de ces dernières nous ont convaincus qu'elles étaient le fait de coptophones à l'attention d'autres coptophones, notamment les glossaires, alors même que les inscriptions des déserteurs sont, en majorité, écrites en grec. Enfin, la coloration même de la liste des noms, tous d'origine biblique, patristique et géographique, vous vous souvenez, accompagnée d'une énumération des constituants de la Sainte Trinité, ainsi qu'une liste des trois archanges, correspond bien mieux à ce qu'on attendrait d'un enseignement dispensé par un moine, selon les principes édictés par, on l'a vu, Basile, Jérôme et d'autres, plutôt que d'un passe-temps de conscrits en fuite. En tout cas, les inscriptions arithmétiques du IVe siècle peuvent fort bien s'inscrire dans des activités du Petit Feuille-Bamont, puisque de l'avis même des archéologues et céramologues qui ont fouillé et étudié le site, eh bien, le monastère pourrait avoir été fondé précisément à cette époque. Je vous rappelle ce que disait le directeur des fouilles, Bachatli. Quant à la date de la fondation du monastère, elle peut bien être placée vers le IVe siècle, vu les inscriptions découvertes et le caractère des constructions, et vu le manque plus ou moins total d'aménagement dans les constructions. Alors, cette date assez ancienne du IVe siècle a malgré tout été contestée plus tard par Martin Krause, qui propose une datation plus récente, considérant que la datation du IVe siècle n'est pas possible eu égard à l'appartenance de cet établissement à la fédération pacomienne, telle que le propose Charles Bachatli. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je voudrais juste vous dire que les dernières investigations qui ont été menées sur ce site, et notamment des investigations céramologiques, puisque vous savez que les sites archéologiques sont toujours parsemés de tessons de poterie et que ces poteries sont datables et permettent de dater précisément certaines structures, eh bien, les dernières investigations qui ont été menées, notamment par Pascal Ballet, pointent confirment, disons, la datation proposée. Et ces investigations ont été publiées dans l'article de Rames Boutros et de Christian de Cobert, Les installations chrétiennes entre Ballas et Hermante, implantation et survivance, en 2000. Quant aux autres inscriptions, en l'absence de photos et d'autres indices internes, eh bien, sont difficiles à dater, mais rien ne dit que toutes les inscriptions scolaires soient à circonscrire à la même période. Elles ont pu s'étaler sur toute la durée de vie de ce monastère, autrement dit, du IVe, probablement la deuxième moitié du IVe siècle, jusqu'à l'extrême fin du VIe siècle, avec le transfert d'Abraham du Petit Feuille-Bamont au Grand
Foy-Bamont, et peut-être même au-delà, puisque, comme le pense Guy Lecuyot, certains moines ont pu rester sur les lieux. Alors il nous reste à rendre compte de ce qui fait le caractère exceptionnel de cet ensemble. L'emplacement de ces textes scolaires couvrant les rochers environnant le monastère. C'est assez peu banal. Beni Hassan, Bawit, Appa Jérémie nous avaient certes livré d'autres inscriptions de nature pédagogique, mais ont été retrouvées sur les murs de salles où vivaient, où se réunissaient les membres de ces communautés monastiques. Quelque incongru qu'elle puisse paraître a priori pour nous aujourd'hui comme la tombe de Beni Hassan. Mais on a vu que les tombes pouvaient être aussi réutilisées par des anachorètes. Or, dans le cas qui nous intéresse, eh bien, ces inscriptions ont été retrouvées en dehors des bâtiments et sembleraient impliquer un enseignement en des lieux variables et en plein air. Alors, que l'emplacement des cours ait pu changer de place, rien d'étonnant à cela, étant donné l'informalité des lieux d'enseignement qui caractérisent l'école antique, comme nous avions eu l'occasion de le voir l'an dernier. En revanche, que ces cours aient eu lieu en plein air peut surprendre. Dans une région où le climat peut être torride à certaines périodes de l'année et peut dissuader de faire des cours sans être à l'abri du soleil et surtout de la chaleur. La raison pourrait néanmoins tenir à la nécessité de séparer l'enseignement des cellules des moines. Nous avons vu combien le bruit qu'occasionnent les cours pouvait faire peur aux moines qui, en se retirant dans le désert, avaient choisi de s'éloigner justement du bruit et des turbulences du monde pour embrasser une vie placée sous le signe de l'essikia, c'est-à-dire le recueillement. D'ailleurs, l'encaissement du wadi, où se trouvait le monastère, permettait à ceux qui n'étaient pas à l'intérieur du monastère d'échapper aux rigueurs du soleil à certaines périodes de la journée. On notera que plusieurs de nos inscriptions sont justement sur cette falaise qui entoure le monastère et qui, à certaines périodes de la journée, était, comme c'est le cas ici, à l'ombre. Par ailleurs, lorsqu'on regarde les photos de Abdelmassir en train de relever les inscriptions, vous voyez qu'en fait, elles sont en hauteur. Et le monastère, les murs du monastère sont juste là et touchent la paroi de la falaise. Ce qui pourrait signifier que certaines de ces inscriptions, en tout cas, ont été apposées par des gens qui se trouvaient sur le toit du monastère. Alors je dois reconnaître qu'en l'absence de plan où seraient positionnées précisément les inscriptions, il est difficile d'aller plus loin et de tirer des conclusions de leur topographie. Alors on aimerait bien aussi en savoir plus sur le profil des élèves et de ceux qui ont joué le rôle de maître. Les modestes structures dégagées par les archéologues, la documentation publiée par les fouilleurs ne donnent pas a priori l'impression d'un haut lieu de culture. Mais il faut se méfier des a priori. Le nombre de textes littéraires exhumés est dérisoire. On a 3 ostracas bibliques. Les voici. Je ne suis pas en mesure de vous donner la photo du 3e, car elle n'existe pas dans la publication. Et en plus, on avait vu qu'au moins celui-ci était probablement un exercice d'écriture par quelqu'un qui maîtrisait encore assez peu l'écriture. Donc, 3 misérables ostracas littéraires, et voilà ce qu'on a trouvé en termes de papyrus, c'est-à-dire de minuscules fragments, tellement minuscules
qu'on n'a même pas jugé digne de les publier dans le second volume de la publication des fouilles. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Parmi les débris de papyrus se trouvent les fragments que j'ai entourés ici en rouge d'un codex identifié ultérieurement comme contenant un poème épique, et donc évidemment en hexamètre dactylique, poème grec, racontant la victoire de l'armée romaine conduite par le général Germanos sur les Blémies. Alors les Blémies, c'est une population venant d'au-delà des frontières méridionales de l'Égypte, qui se fait de plus en plus visible et de plus en plus dangereuse à partir du IVe siècle, surgissant du désert pour piller et terroriser les habitants de la vallée du Nil. Donc il y a un certain nombre de textes qui nous racontent des expéditions punitives et aussi les empereurs ont développé toute une politique pour essayer de calmer ces voisins un petit peu perturbateurs. Il se trouve que ces petits fragments que vous avez à l'écran se raccordent, comme j'ai eu l'occasion de le dire ici même, je crois il y a 3 ans, dans un de mes cours sur les bibliothèques, avec d'autres fragments beaucoup mieux conservés et bizarrement achetés par la collection de Berlin à un antiquaire à Thèbes en 1881. Les 3 folios que l'on reconstitue à partir de ces divers fragments permettent de se faire une idée assez précise du poème que contenait ce codex. Il s'agit d'un exemple de poésie érudite, par son style et ses références, relevant de ce qu'on appellerait la Hochliteratur, la littérature haute, selon un modèle herméneutique traditionnel dont nous parlera Gianfranco Agosti précisément cet après-midi, ici même. Donc un exemple de poésie érudite en vogue dans la Thébaïde de l'Antiquité tardive, dont le meilleur représentant est Nonos de Panopolis. Notre poème pourrait avoir été écrit par le païen Olympiodore. C'est une hypothèse. Voilà en tout cas qui jette quelques lumières inattendues sur la culture du petit Phoïbamon. Comme l'écrivait Leslie McCool, si le codex de papyrus qui contenait le poème épique faisait partie de la bibliothèque de ce monastère, il a été copié et acquis par lui, cela conduirait à des conclusions intéressantes sur le rôle et la valeur de l'éducation classique dans cette communauté monastique. Il n'est pas impossible que ce codex, quoiqu'assez éloigné de l'esprit qu'on imagine avoir régné dans ce monastère, ait fait partie de sa bibliothèque. Je vous rappelle qu'il n'y a absolument rien autour, aucun village, aucune habitation. Le fait qu'on n'a pas retrouvé d'autres restes de cette bibliothèque, excepté de menus fragments, ne doit pas nous étonner. Le site a été sans nul doute visité au XIXe siècle par des fouilleurs clandestins, qui n'ont pas manqué évidemment d'emporter tout ce qu'il y avait de plus beau et de plus intéressant. Et les papyrus découverts en 1947-48 par la Société d'archéologie copte ne sont que les miettes qui avaient échappé aux pilleurs, ce qui explique que les fragments les plus substantiels de notre poème aient connu un sort différent en transitant 70 ans plus tôt par le marché des antiquités. Les autres livres trouvés par les mêmes fouilleurs clandestins doivent maintenant être dispersés dans des collections européennes ou américaines sans qu'il soit possible de les rapporter à leur lieu d'origine. C'est toujours le problème que j'ai eu l'occasion d'exposer à maintes reprises, des papyrus littéraires, où il n'y a en général aucune indication historique permettant de les recontextualiser.
Alors, au milieu des ostracas trouvés dans les fouilles, eux aussi de contenu modeste et d'écriture souvent maladroite, eh bien, on découvre une pièce qui confirme que le Petit Feuilles-Bamont a été un lieu de culture lettrée. La lettre conservée par l'ostracone numéro 7 montre en effet que certains moines commanditaient la copie de manuscrits pour eux ou la bibliothèque de leur établissement. Alors, je vous lis la traduction de cette lettre copte. Avant toute chose, je salue mon bien-aimé frère Koludje. Quand je t'ai quitté, tu m'as dit copie le Deutéronome. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore copié, mais j'ai copié le Lévitique et les Nombres, dans l'ordre. Si je peux, je copierai le Deutéronome. Et vous voyez qu'ensuite, eh bien, on a une banale formule de salutation, qui constitue en fait l'adresse de cette lettre, à donner au maître Koludje de la part de David, le très humble pécheur, salut dans le Seigneur, et vous avez tout à la fin, en grec, et Agia Trias, Agia qui est estropié, Sainte Trinité. Vous voyez que tout cela constitue une toile de fond culturelle la toile de fond culturelle de ce monastère, qui a été si mal dégagée dans la publication, toile de fond sur laquelle professeurs et élèves, quel que soit leur statut, ne semblent pas être des acteurs incongrus. Nous ne pouvons donc échapper à la conclusion que le Petit Feuilles-Bamont a bien été au centre d'une activité d'enseignement, que cet enseignement, tout en calquant ses méthodes sur celui des écoles séculières, en adapte le contenu au cadre monastique dans lequel il est dispensé, avec les listes de noms, d'onomata christianisés, le recours aux proverbes, aux psaumes, comme modèle d'exercice d'écriture, et peut-être comme support à des commentaires, ainsi que le recommandaient Basile et Jérôme. Donc, adaptation du contenu au cadre monastique, tout autant qu'à la situation linguistique du monastère, où la prééminence du copte nécessitait un enseignement du grec, langue officielle, et toujours indispensable dans les activités économiques que les moines ne pouvaient manquer d'avoir avec l'extérieur, le monde. Ces inscriptions forment l'ensemble le plus fourni de ces tags scolaires, comme je les ai appelés, en milieu monastique. Aussi est-il bien regrettable qu'il ne soit nullement évoqué dans l'ouvrage que j'ai eu l'occasion souvent de citer de Larsen et Rubenson, Monastic Education in Late Antiquity, publié en 2018. J'espère néanmoins avoir réparé cette omission et donné à cet ensemble la place qu'il mérite dans la question qui nous occupe cette année. Alors, les monastères de Bawit, le monastère d'Apa-Jérémie, le monastère du Petit Feuilles-Bamont, vous ont introduit dans le monde de l'épigraphie scolaire. Mais si les inscriptions jouent un rôle important dans les monastères, c'est avant tout dans la documentation papyrologique au sens large que l'enseignement monastique pourrait avoir laissé les traces les plus abondantes. Il est temps donc de traquer ces dernières et de voir si elles nous apprennent quelque chose sur les rapports entre monachisme et éducation. Mais je ne peux commencer cette enquête sans une mise en garde méthodologique. Nous avons vu l'an dernier qu'un texte scolaire n'est pas toujours facile à reconnaître. La situation est bien pire avec ceux qui sont susceptibles de provenir de monastères. Alors, ce petit préambule
que je vous propose, en même temps qu'il vous montrera les difficultés d'analyse et d'interprétation des restes écrits une fois que leurs utilisateurs ont disparu, servira aussi à vous introduire aux diverses fonctions qu'un texte pouvait revêtir dans les communautés monastiques. Alors pourquoi est-il plus difficile de distinguer un texte résultant d'un enseignement dispensé dans un monastère qu'un exercice réalisé dans le cadre d'une école séculière? Eh bien, cela tient avant tout au type de texte. Nous avons vu que jusqu'à la fin de l'Antiquité, l'école s'appuyait sur le patrimoine littéraire classique pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, et à un niveau plus avancé pour apprendre à argumenter. Homère et Ménandre, principalement, étaient alors mis à profit dans les classes, alors même que la société avait changé de paradigme culturel et basculé dans le christianisme. Certes, les pères de l'Église, comme Basile ou Jérôme, ont vite recommandé qu'on substitue à ces auteurs les Écritures, mais cette christianisation ne s'est pas faite uniformément. Et l'exemple du papyrus Bourrian I, qui nous a retenus l'an dernier, nous a montré qu'un maître chrétien du VIe siècle pouvait persister à puiser les textes soumis à l'attention de ses élèves dans la littérature classique. Il est en revanche un lieu où cette christianisation n'a pas manqué de s'effectuer en profondeur, et bien c'est évidemment les monastères. L'exemple du Petit Feuille-Bamont nous l'a prouvé avec non seulement les listes d'onomata, mais aussi avec les textes recopiés par ceux apprenant à écrire et qui étaient tous empruntés à la Bible. Or, si un texte d'Homère, par exemple, écrit sur un ostracone du 7e siècle, a de fortes chances d'être un exercice scolaire, eh bien, un extrait de la Bible à cette même époque peut avoir été recopié pour de multiples raisons, qui sont loin d'avoir quoi que ce soit à faire avec l'enseignement. Alors, pour nous aider, nous avons le recueil de Raffaella Cribiore, Writing Teachers and Students in Greco-Roman Egypt de 1996, mais ce recueil ne comprend pas les exercices coptes, c'est les exercices scolaires en grec. Or, du fait de l'évolution de la situation linguistique de l'Égypte durant l'Antiquité tardive, et le faciès fortement coptophone des populations monastiques, eh bien, ce recueil risque de ne pas nous être d'une grande utilité. La documentation scolaire copte a été en revanche rassemblée parallèlement par Monika Azizka en 1990. Neue Texte und Dokumentation zu Koptisch Unterricht. Mais cette savante a fait preuve d'un esprit abusivement inclusif dans les choix qui ont présidé à la constitution de son corpus. Il est donc à manipuler avec précaution. Et je m'appuierai sur ce volume, mais pas seulement, pour illustrer les choses-trappes de la documentation scolaire chrétienne. Alors, cet examen des choses-trappes pose le problème des textes et de leurs fonctions. La fonction d'un texte n'est jamais unique, voire univoque. Un texte est en effet susceptible d'avoir été copié et lu à des fins potentiellement multiples. Or, c'est la fin, c'est la fonction qui détermine l'intention qui a présidé à sa copie et le contexte dans lequel il a été utilisé. Le travail du papyrologue n'est pas seulement de déchiffrer tel texte, mais de déterminer dans quel contexte il a vu le jour et par conséquence dans quelle intention il a été écrit ou lu.
C'est ce travail d'analyse de la fonction ou des fonctions, puisqu'un texte est susceptible de connaître plusieurs fonctions, vu qu'il peut être aussi réutilisé. C'est ce travail d'analyse de la fonction du texte qui présente le plus de difficultés pour le papyrologue qui doit identifier et interpréter des indices externes, des indices internes, pour redonner vie au texte non pas tel qu'il a été conçu par son auteur, mais comme se le sont appropriés ses lecteurs des décennies, des siècles ou des millénaires après. C'est en se livrant à ce travail interprétatif que le papyrologue peut hésiter, et même qu'il peut commettre des erreurs. C'est ainsi que des textes ont été abusivement considérés comme scolaires, et j'emploie le terme scolaire même au sens le plus large possible, ou que d'autres n'ont pas été identifiés comme issus d'une activité d'enseignement. Alors, dans le cadre d'un monastère, eh bien, un texte chrétien peut aussi revêtir plusieurs fonctions, et la fonction scolaire n'en est qu'une parmi tant d'autres. Passons-les en revue en donnant des exemples justement de ces mésinterprétations dont ils ont pu faire l'objet. Alors, je commencerai par cet ostracone qui se trouve à Columbia, trouvé dans le monastère d'Épiphane, un monastère dont j'aurai l'occasion de vous reparler beaucoup plus longuement la semaine prochaine. Cet ostracone contient une homélie de Basile de Césarée, faisant partie du groupe de ces homélies appelées morales, ta etica. Celle-ci est connue sous le titre latin de Homilia in Iliud attende tibi ipsi. Son éditrice, toujours Raffaella Cribiore, a hésité sur la fonction de ce texte qui, comme beaucoup d'autres textes grecs retrouvés dans le même monastère, peut être soit, et je la cite, soit un exercice d'école, soit un texte religieux à usage liturgique. Raffaella Cribiore reconnaît la difficulté de trancher dans le cas de cet ostracone. Alors, la présence de petits signes que sont les accents et les esprits, vous en voyez plusieurs ici, là vous avez aussi un circonflexe, etc. La présence assez régulière d'esprit et d'accent pourrait indiquer qu'on a affaire à un exercice. Je vous rappelle que c'est un des caractères des textes scolaires que d'être souvent accentué. Quant à la main, qui est assez exercée, eh bien, Cribiore reconnaît qu'elle n'est d'aucune aide pour identifier la fonction de l'ostracone, pour autant qu'un élève à ce niveau de formation, capable de se lancer dans la copie d'un texte relativement long, en le pourvoyant de signes lectionnels, c'est-à-dire les accents et les esprits, ne pouvait manquer de posséder déjà une écriture assurée. Mais un autre scénario est possible, ajoute immédiatement Cribiore. Cet extrait tiré d'une homélie célèbre de Basile a pu faire partie d'un homiliaire, autrement dit d'une compilation de sermons de divers auteurs à des fins liturgiques ou à des fins privées. La dimension peut être scolaire, qu'à titre personnel je considère comme une hypothèse tout à fait séduisante, n'est pourtant pas signalée dans les bases de données, aussi bien celle de Trismegistos ou de la Leuven Database of Ancient Books. Vous voyez qu'à aucun moment on ne parle de texte scolaire. Aussi bien donc Trismegistos que le Digital Corpus of Literary Papyri. Vous voyez que là non plus, on nous dit prose, rhétorique, homélie, alors que dans ces bases, les textes scolaires, ils sont toujours indiqués avec la mention school text
ou grammaire. Donc vous voyez que en fait, la fonction du texte s'efface derrière le texte, et l'historien ou le philologue moderne y perd une information importante pour le travail de réflexion qu'il est amené à faire sur les écrits des anciens et l'utilisation des écrits des anciens. Alors nous avons déjà vu que la frontière, je passe à un autre type de confusion concernant les textes scolaires, nous avons vu que la frontière entre religion et magie est subtile et même labile. Un psaume, par exemple, est susceptible d'une utilisation purement religieuse, à des fins liturgiques ou comme support de prière ou de méditation, ou dans certains cas, magique. Souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi ce cours il y a quelques années, souvenez-vous du psaume 90, qui a vite acquis une fonction prophylactique ou apotropéique contre les mauvais esprits, ou plus prosaïquement contre les morsures de serpents ou les piqûres de scorpions. Aussi ne sera-t-on pas étonné de voir que certains documents scolaires où un psaume a servi d'exercice de lecture ou d'écriture aient été indûment mis au rang de textes magiques ou inversement. Alors, un exemple qui n'est pas nécessairement monastique, mais qui nous servira un peu de paradigme de réflexion, avec cette tablette des musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles. C'est une tablette qui mesure 12 cm sur 30. Elle porte sur une face un alphabet grec, avec, vous voyez en fait, voilà l'alphabet grec, ici, avec les lettres coptes, et la série des voyelles grecques, alpha, epsilon, eta, iota, omicron, upsilon, oméga. Le tout copié 6 fois. Tout cela donnerait à penser qu'on a affaire à une énième tablette scolaire. Mais, en plus du fait que les lettres de l'alphabet ont pu avoir une valeur magique, le verset 3 du psaume 28, qui est copié sur l'autre face de cette tablette, là encore 6 fois, a conduit la première éditrice de cette tablette, Claire Préau, dans la Chronique d'Égypte en 1935, à y voir une amulette et à donner une curieuse interprétation de son contenu. Je la cite. Si le verset du psaume 28 rappelle la force écrasante du Seigneur, les 6 alphabets invoquent eux aussi les puissances universelles. Comme le psaume 28, comme l'alphabet, les 7 voyelles désignent ce qu'il y a de plus puissant dans l'univers. Elles évoquent les forces infinies qui régissent le monde. On sent qu'une remarquable unité d'inspiration a présidé au choix des éléments de notre tablette. Celui qui l'a confectionnée a voulu sans doute réunir toutes les façons d'évoquer les puissances les plus formidables. C'est une protection générale qu'il a cherché à requérir. Aussi, cette tablette est-elle rentrée dans la catégorie des textes magiques et elle est signalée comme étant potentiellement une amulette. Alors une amulette non pas à suspendre autour du cou, vu sa taille, 30 cm de long, mais plutôt à suspendre sur un mur. Donc elle a été classée ainsi dans le corpus des amulettes égyptiennes de Théodore de Bruyne et Yitze Dijkstra. Vous voyez, c'est le numéro 179. Alors, j'ai dit possiblement scolaire parce qu'ils mettent possible, possiblement magique. Mais enfin, voilà, c'est quand même elle est quand même inclue dans la liste des amulettes. De même qu'elle est rentrée aussi dans la base des textes magiques de Kyprianos. Magical Applied, là aussi avec un point d'interrogation. Mais les caractéristiques matérielles du support
rendent cette hypothèse tout à fait invraisemblable. Aussi, Rafaela Cribiore, dans son catalogue des papyrus scolaires, puis Magali de Haro Sanchez et Nathan Carlig, dans un article sur les difficultés de catégorisation des papyrus chrétiens, notamment entre amulettes et exercices scolaires, ont-ils affirmé, avec raison, la nature scolaire de notre tablette au vu, je les cite, d'une accumulation de marqueurs significatifs qui vont dans le sens de l'hypothèse scolaire. Cela, malgré tout, n'a pas convaincu Scott Backing, qui, de son côté, continue à penser, dans un article de 2012, continue à penser que cette tablette présente des traits qui orientent plus, je le cite, vers une fonction rituelle, et il utilise rituel au sens de magique, que vers une fonction éducative, notamment en raison du contexte archéologique. Alors cette hypothèse il va même jusqu'à considérer comme plausible qu'elle ait pu avoir les deux fonctions, à la fois magique et scolaire. Alors cette hypothèse du « en même temps » n'est absolument pas étayée par d'autres exemples papyrologiques et procède d'une démarche idéologique consistant à rejeter a priori les catégorisations traditionnelles au nom d'une nouvelle anthropologie. Par ailleurs, privilégier l'hypothèse rituelle en raison du contexte archéologique, je le cite, trahit le préjugé selon lequel les monastères sont des lieux exclusivement de religion et de rite où l'éducation n'a pas sa place. Or, c'est tout ce que j'ai essayé c'est tout le contraire que j'ai essayé de démontrer cette année. Alors inversement, on trouve dans le catalogue des textes scolaires coptes d'Azizka des textes qui pourraient être magiques. Ainsi, ce papyrus est un minuscule feuillet qui était plié en deux et qui contient le psaume, vous voyez les traces de la pliure, et qui contient le psaume 115, enfin quelques versets du psaume 115. Selon l'éditrice, on aurait là le texte d'une dictée. Le texte d'une dictée. Sur un codex qui fermé faisait 3,2 cm. Je dois dire que je suis parfois étonné de voir combien les spécialistes des textes écrits peuvent être à ce point déconnectés des réalités les plus évidentes concernant l'acte d'écrire. Faites écrire une dictée à un enfant sur un cahier de 3,2 cm de large. Et vous verrez les résultats. Certes, l'écriture du texte est très malhabile, elle pourrait être celle d'un élève apprenant à écrire, mais elle pourrait être aussi celle d'un adulte mal alphabétisé. La taille de ce mini-codex correspondrait en revanche à ce qu'on attendrait d'une amulette ou d'un porte-bonheur, comme on dirait aujourd'hui, censé être porté en permanence par la personne qu'elle doit protéger. Le texte qui se présente comme un poème d'action de grâce exalte Dieu en tant que celui qui a libéré ses fils et leur apportera le salut. Je vous cite le texte du psaume. « Je prendrai le calice du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. La mort des saints du Seigneur est précieuse à ses yeux. Ô Seigneur, je suis votre serviteur. Je suis le fils de votre servante. Vous avez rompu mes liens. » Il ne serait pas déplacé comme un phylactère, comme un talisman. Et de fait, ce ne serait pas le premier mini-codex ayant eu cette fonction. On en a d'autres, clairement des amulettes. Aussi faut-il définitivement renoncer à voir dans cette pièce un exercice scolaire. Alors on trouve aussi dans le catalogue de Monika Ziska des textes enregistrés sous la rubrique Mustertexte, Konzepte, Entwürfe, autrement dit modèles, brouillons, ébauches. C'est là une catégorie piège,
qui peut cacher de nombreux types de textes qui n'ont jamais eu aucun lien avec l'enseignement. Et c'est le cas du numéro 221 de son corpus, qui serait vraisemblablement, selon l'éditrice, qui l'intitule Mustertext, serait selon elle, je le cite, un formulaire pour une inscription commémorative ou funéraire qu'un élève a rédigé à titre d'exercice. Le fait que ce texte se trouve au verso, et vous le voyez en transparence, au verso d'un folio de parchemin qui, du fait de son prix, n'est pas un matériau utilisé à l'école. Ça coûte cher, le parchemin, et on ne l'utilise pas. On ne donne pas de parchemin aux élèves. Donc, vous voyez, le texte se trouve au verso d'un folio contenant au recto la fin d'un texte littéraire qui est soigneusement écrit, on le devine en transparence. Le fait que le prétendu exercice est écrit d'une main exercée, qui n'est pas celle qu'on attend d'un élève, le fait que le contenu du texte ne correspond pas à ce que veut y voir l'éditrice, il est question que le Seigneur bénisse la sœur qui a mis tout son zèle dans ce livre et qui l'a placé dans le monastère d'Apachinute et qu'il se souvienne d'elle au jour de sa mort. Bref, tout concourt à jeter le discrédit sur l'interprétation qu'avance Azizka, il est vrai avec prudence, et comme l'a montré Leslie McCool, dans le compte-rendu qu'elle a fait du livre d'Azizka en 1993, eh bien, il s'agit simplement d'un colophon de livre, autrement dit, vous savez, ce court texte que le copiste ajoute en fin de livre, où il donne son nom, éventuellement celui du commanditaire du livre, et d'autres informations de nature historique, comme la date, par exemple. Donc un colophon, en l'occurrence, un colophon, on le voit par l'écriture, d'un manuscrit d'homélie du monastère blanc. D'autres textes de la même rubrique d'Azizka sont tout aussi suspects. C'est le cas de deux ostracas, le numéro 224 et 225, dans lesquels Azizka voit des ébauches, brouillons ou transcriptions d'une épitaphe qui aurait servi peut-être dans un apprentissage spécialisé. Il s'agit beaucoup plus bêtement, dirais-je, de brouillons d'épitaphes à destination du graveur, sans arrière-plan éducatif. Mais le piège le plus dangereux, pour celui qui s'intéresse à l'enseignement en milieu monastique, est tendu par ce qui se présente a priori comme des exercices d'écriture réalisés par des élèves en train d'apprendre les grammata, les lettres, et qui n'en sont absolument pas. Souvent constitués d'alphabets, mais aussi de textes plus ou moins suivis, écrits avec de nombreux repentirs et répétitions, ces textes sont susceptibles d'une autre interprétation qui ne peut se faire qu'à la suite d'une analyse paléographique précise. Alors, prenons un exemple venant du monastère de Der el-Gizaz, connu anciennement sous le nom de Fell ou de Appa Samuel de Fell, et qui se situe sur la rive ouest, proche de Nagada, que vous avez ici, voilà, et qui fut fondé au VIe siècle. Les fouilles sommaires menées par Jean Dorès en 1949 ont livré plusieurs ostracas qui ont été édités des années après par Anna di Bitonto Caser comme étant des textes scolaires. Alors, je vous les montre. Un ostracone sur lequel a été inscrit une courte liste de noms propres, jouant, on va dire, le rôle d'onomata, tous des grandes figures du monachisme égyptien, Pacom, Chénouté, son successeur, Pessa, suivi d'un alphabet écrit d'une main
un peu différente, on dit ça dans un module un peu plus grand. Un autre ostracone couvert d'un syllabaire, et enfin un troisième contenant des lettres répétées plusieurs fois dans l'ordre alphabétique. On va de bêta jusqu'à θ. Alors les deux premiers textes qui par l'écriture ou par le type d'exercice se rattachent à l'enseignement du grammatiste incitent à voir dans le troisième, celui que vous avez à l'écran, les tentatives d'apprentissage des lettres par un élève apprenant à écrire. C'est l'interprétation qu'en donne l'éditrice, Anna Di Bitonto Caser. Mais l'examen de l'image rend cette interprétation complètement caduque. Les lettres ne sont pas celles qu'on attend de la part d'un débutant. Elles font montre de certains maniérismes avec des empattements, avec des pleins et des déliés. Elles présentent, en fait, vous le voyez, les caractéristiques d'une écriture calligraphique, cette écriture dont j'ai eu l'occasion déjà de vous parler, l'écriture, la majuscule biblique, utilisée pendant des siècles pour la copie des textes littéraires, notamment chrétiens, d'où son nom. C'est par exemple l'écriture utilisée pour le célèbre Codex Sinaiticus. Aussi ne sommes-nous pas dans un contexte scolaire, mais dans l'ambiance d'un atelier de copie de manuscrits. C'est ce qu'a bien vu Franziska Hoogendijk lorsqu'elle republia l'Ostracone à la suite d'un raccord fait avec un morceau acquis par la collection de Leyde en 1939. Et je la cite, « Il ne s'agit pas de l'exercice d'un débutant qui apprend à écrire, mais de quelqu'un, peut-être un moine, qui s'est spécialisé dans le style d'écriture appelé majuscule biblique. » Alors, les lettres ont beau ne pas être celles, disons, le fait d'un virtuose de la calligraphie, mais quelqu'un qui est en train de s'y former, elles n'ont pas été écrites sous la férule du grammatiste. Cependant, l'absence d'image, ce qui est le cas des vieilles publications, a pu amener à ranger certains ostracas ou papyrus du même genre dans la mauvaise catégorie. Encore, dans le cas que je viens de vous présenter, la dimension d'apprentissage n'est-elle pas totalement absente puisqu'on pourrait avoir affaire à un élève copiste, comme pour l'inscription, vous vous souvenez de la tombe 15 de Beni Hassan. Mais dans bien d'autres cas, elle est inexistante. C'est ce qui semble ressortir des languettes de parchemin que j'ai eu l'occasion de vous montrer la semaine dernière. Et dans l'édition que j'en avais donnée, je m'exprimais ainsi. Ces essais n'ont pas pour fonction d'apprendre la majuscule biblique. Il est clair que notre copiste maîtrisait déjà correctement cette écriture de librairie. Et on le voit bien quand on regarde cette ligne, par exemple. Je suis d'avis qu'ils sont bien plutôt des exercices de mise en condition avant la copie d'un exemplaire. Autrement dit, ce sont les échauffements d'un copiste qui se délie la main avant de se mettre au travail. Alors, d'autres cas sont plus délicats à interpréter. Ainsi, cet ostracone de calcaire qui a été publié par Crum, sans photo, en 1902, et provenant du monastère du Grand Foïbamon, celui qui a succédé à notre petit Foïbamon. Comme les deux premières lignes donnent le verset 12 du psaume 50, suivi d'une liste de noms, d'onomata, commençant par la lettre phi, eh bien, on a vu dans cet ostracone un exercice scolaire. Azizka l'insère dans son catalogue, ce qu'elle n'aurait pas dû faire de toute façon, puisque c'est un texte grec et que son catalogue est un catalogue des textes scolaires coptes, mais peu importe. Elle les insère dans son catalogue en le classant dans la rubrique des Wörterlisten, en mettant les fautes que contient le verset sur le compte de l'inexpérience de l'élève, Schüler. Trismegistos l'enregistre comme school text, comme texte scolaire. Or, en regardant l'image, qui est maintenant accessible sur le site
du British Museum, eh bien, on découvre qu'il a été écrit par une main très professionnelle, datant du 8e siècle, dans l'autre style calligraphique le plus utilisé à cette époque avec la majuscule biblique et la majuscule alexandrine, ce qu'on appelle la majuscule penchée ou ogivale, la sloping majuscule. Les fautes de grec n'ont rien à voir avec le niveau débutant d'un prétendu élève, mais à la connaissance de plus en plus mauvaise d'une langue qui n'est plus guère utilisée à titre fossile, dirais-je, que dans certaines parties de la liturgie. J'aurai l'occasion d'y revenir. A-t-on affaire au reste d'un entraînement de copiste ou à un modèle destiné à un élève ou à un apprenti copiste? Eh bien, il est difficile de trancher, mais force est de constater que l'on n'a pas ici affaire à la copie fidèle d'un extrait des psaumes, mais à une rhapsodie où le tout début du verset 12 du psaume 50 est entremêlé d'autres fragments de nature liturgique contenant le mot philanthropos, qui à son tour entraîne la série de mots commençant aussi par phi. On a l'impression en fait que le scripteur écrit ce qui lui passe par la tête, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il concentre en fait son attention non pas sur le contenu du texte, mais plutôt sur l'écriture. Alors je m'empresse d'ajouter que cet ostracone n'est peut-être pas complètement déconnecté d'un contexte scolaire, puisqu'on voit d'une autre main des lettres qui sont tracées de façon extrêmement maladroite ici et là, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que cet ostracone a pu secondairement être utilisé dans le cadre, lui, d'un enseignement, à moins qu'on imagine un espace unique où se mêlerait à la fois enseignement primaire et formation à la calligraphie. Mais c'est quelque chose que j'aurai l'occasion de développer plus tard. Donc vous voyez, en fait, pour conclure, exercice d'apprentissage des lettres, exercice d'apprentissage de l'écriture calligraphique ou entraînement calligraphique sont tous les trois susceptibles d'être décrits dans des éditions comme des exercices d'écriture, ce qui est vague et ce qui peut induire en erreur. Quoiqu'ils puissent avoir le même contenu textuel, des suites de lettres, eh bien, ils n'en sont pas moins de nature foncièrement différente, puisque renvoyant à des activités et des degrés dans l'acquisition de la paideia très divers, voire très contrastés. Vous voyez que c'est uniquement par une analyse tout à fait précise de l'écriture que l'on parvient à faire le départ entre ces différentes hypothèses. Vous voyez donc que rien n'est simple et que l'analyse paléographique est essentielle pour la bonne interprétation de ces textes qui sont a priori simples dans leur contenu. Les études sur les textes scolaires sont pour cette raison empoisonnées par la confusion régulière entre ces types d'exercices qui relèvent de l'école primaire, exercice d'apprentissage des lettres, de l'école professionnelle, exercice d'apprentissage de la calligraphie, ou de la pratique d'une profession, échauffement calligraphique. C'est une confusion qu'il nous faudra constamment déjouer, dont il nous faudra sans cesse nous méfier dans l'étude de la documentation papyrologique provenant des monastères que je vais vous présenter. Mais par sa récurrence, elle pourrait même être caractéristique d'une certaine façon de la culture lettrée des monastères, mais c'est un point sur lequel je reviendrai. Bref, vous voyez que la documentation recèle bien des choses trappes dans lesquelles il est aisé de tomber au risque d'une compréhension faussée ou inexacte du phénomène scolaire en milieu monastique. Donc après cette mise en garde, eh bien, il nous faut passer à la pratique. Mais pour cela, je crois qu'il vous faut reprendre quelques forces. Et donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.